Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler un peu de notre commanditaire au trio économique. Jean-Sébastien Lebrun, avocat fiscaliste de chez Spiegel Ryan. Donc, si vous avez besoin de conseils juridiques professionnels en matière fiscale, Jean-Sébastien Lebrun, avocat, c'est la personne qu'il vous faut. Il offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat et vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale, ainsi que pour résoudre à peu près tous les litiges fiscaux auxquels vous pouvez penser. Il offre un accompagnement personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales, et ce, partout au Québec et même au-delà des frontières. Contactez-le, Jean-Sébastien Lebrun, au 514-866-9842. Bon épisode. Bienvenue dans le trio économique avec Vincent Gelozo. Aujourd'hui, on parle du FMI, de Banque centrale, d'Organisation internationale de commerce et de finances. Toutes des affaires hyper capitalistes puis full libertarien. Oui, parce que c'est connu, la Banque mondiale, c'est un repère caché de libertariens. Exact. Mais juste avant, on va vous présenter un des commanditaires de la journée. Évidemment, c'est Antoine Bernier avec son livre Les leçons du passé, tome 1, Le piège du confort. Évidemment, il y a 3 tomes dans la trilogie des leçons du passé. Super bon livre. Il y a de l'histoire là-dedans. Il y a de la psychologie humaine. Il y a du baseball. Frank ne sera pas content. Ouais, ça, tu Euh, devrais arrêter de le dire. C'est pas bon pour ses ventes. Là. ouais, j'avoue, mais en même temps, il aime ça. C'est intéressant, le baseball, les gars. Mais la théorie économique, des personnages du trio économique également, des longues envolées lyriques de Peter Rock, mon personnage préféré dans la trilogie. Donc, je vous encourage à vous le procurer, le livre d'Antoine Bernier. C'est super bien écrit. Vous allez passer un bon moment, puis vous allez apprendre des trucs, même si c'est un roman. Fait que c'est une des raisons pourquoi je le pousse. Puis si vous avez des jeunes adolescents ou des jeunes adultes qui commencent à s'intéresser au monde économique, ben c'est probablement un livre intéressant. Tu sais, on sait qu'Animal Farm de 1984 de George Orwell peut aider un peu avec une histoire le fun. T'as Atlas Shrugged avec Ayn Rand. Ben, j'oserais dire qu'Antoine fait une bonne job dans cette direction-là pour rendre des lectures intéressantes pour l'économie. Vincent? C'est une libertarienne, Madame Lagrade, ou la fille, les cheveux Lagarde. blancs puis full Lagarde. bronzée, là? Hey, c'est vrai, j'avais jamais porté attention à son bronzage. Je- Bronzée, cette madame-là. Ouais, elle utilise la même crème que Trump, ce madame-là. Là. Non, mais Elle est pour ceux rendue qui où, l'ont je pense jamais qu'elle vue, non, mais pour ceux qui l'ont jamais vue, elle est littéralement orange, elle Fait aussi. que là, on est à 2 minutes 10, puis déjà, ça dérape vite. Oui, Mais c'est je ça. pense qu'elle a toutes fait les grosses organisations que tu veux nous parler aujourd'hui, là. Elle s'est ramassée. Ouais, ben, elle est très impliquée dans les affaires internationales, mais la raison que je voulais en parler, c'est que c'est un truc qui revient tout le temps aux quelques années parce que t'as as une sorte de fixation étrange de la gauche sur ces organisations-là. Puis les deux que j'ai en tête, c'est le Fonds monétaire international puis la Banque mondiale, qui sont deux organisations de développement puis, ou de stabilisation financière. Moi, j'ai jamais vu ça comme des organismes de droite, personnellement, là. Ben, écoute, c'est drôle que tu dises ça parce que aujourd'hui, je vais comme essayer de faire le meilleur cas en leur faveur contre l'argument de gauche. Mais fondamentalement, tu me poses la question, est-ce que ces deux organisations-là devraient exister? Puis mon réflexe, c'est non, pas vraiment. Puis en fait, mon meilleur réflexe, puis tu sais, là, Frank n'a pas encore mis le share screen, mais le meilleur argument pour ça, c'est que euh, leur ancien, euh, leur ancien directeur, parce que le FMI, ils ont le droit de nommer des Européens, et la Banque mondiale, c'est des Américains, et la France a beaucoup d'influence dans le FMI. Et un de leurs directeurs très connus, c'était quelqu'un qu'on faisait discuter en pré-show, Dominique Strauss-Kahn. Quelqu'un qui a les mains baladeuses, un petit peu. C'est Ouais. spécial, pareil, qu'avec ce face-là, personne s'en était jamais douté. Je sais pas. En tout cas. Il a l'air d'un vieux mononcle cochon, en effet. Ben, Ben, honnêtement, quand j'ai vu, je me rappelle comme si c'était hier quand il s'est fait arrêter aux États-Unis, puis on l'a vu avec les menottes, puis tout ça, puis
j'étais incapable d'être surpris. Puis j'étais comme, ah, tiens, c'est ça, il est arrêté. Tu sais, il y a des gens pour qui tu peux tomber des nues si ça arrive, là. Tu te dis, ouais, je sais pas, là, tel personnage, j'aurais jamais pensé ça, puis lui, j'ai comme fait, ah, ben, tu sais, bon, il est arrêté, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, j'étais sarcastique un peu en disant l'argument de la France, mais en même temps, j'étais à moitié sarcastique parce que, pas à cause de Dominique Strauss-Kahn, mais à cause qu'il y a une mentalité à l'intérieur de ces deux agences-là, que c'est le devoir des sociétés occidentales de gérer le développement de d'autres nations, ce qui, pour moi, comme libéral, m'insulte un peu. Moi, l'idée que c'est à nous d'aller participer au développement des autres nations en leur disant ben, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, puis blablabla. Je trouve qu'il y a quelque chose d'inacceptable là-dedans. En fait, on a fait un épisode là-dessus pour ceux qui veulent le faire. Peut-être qu'on pourra, à un moment donné, on parlait de réviser des épisodes qu'on avait déjà faits, mais la tyrannie des experts. Moi, j'ai vraiment un malaise à des experts occidentaux qui vont dire à des gens dans des pays en voie de développement, voici ce que vous devez faire. Surtout quand ces experts-là, c'est des gens qui disent, ben, vous devriez copier ce qui se fait en France, alors qu'on a une règle très claire dans ce show-ci que si la politique publique a été faite en France, c'est probablement pas une bonne idée. Puis, tu sais, je regarde les grosses Ben, interventions du joke FMI, aside. pareil. Les grosses interventions du FMI, par exemple, tu as 99 milliards en 2011 pour le Portugal, 139 milliards en 2010 pour la Grèce, l'Argentine en 2001, 21 milliards de dollars, et 98, le Brésil, 41. C'est pas des petits montants, là. C'est des gros montants quand même qui sont déployés de leur côté. Ouais. Ben, c'est Mais parce que là, moi, ce que je comprends pas, juste par parenthèse comme ça, c'est que pourquoi des gens de gauche n'aiment pas ça? Parce qu'en réalité, ben, c'est de l'interventionnisme à l'échelle planétaire, c'est-à-dire ce qu'ils ont pour la plupart d'entre eux souhaité depuis toujours, là. À des problèmes globaux, ça prend des solutions globales. Puis, tu sais, moi, la raison pour laquelle je j'affectionne pas toutes ces entités-là, comme l'Union européenne, comme d'autres, c'est que comme libéral, je ne veux pas de gouvernance ou de forme de gouvernance supra-étatique. Je trouve qu'on en a assez avec les gouvernements qu'on a, on en a même trop. Fait que tu sais, si j'aime taper la banque centrale dans mon pays, j'ai pas envie qu'il y ait une banque en haut de la banque centrale ou ce genre de truc-là. Fait que si c'est vrai ce que eux leur reprochent, c'est-à-dire qu'ils font de l'espèce de management supranational, ben en fait, je vois pas c'est quoi votre claim contre ça, là. J'essaie de le comprendre, puis je suis comme, mais c'est genre, ben, j'ai régulièrement dans ma vie entendu des gens de gauche dire que pour régler les problèmes environnementaux, ça prendrait une gouvernance mondiale qui impose des normes panplanétaires sur regarde, tu vas la voir, pollution et autres. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est quoi le problème? Ou encore que ça prendra un impôt mondial pour les ultra-riches. Tu sais, c'est pas moi qui invente ce que je viens de dire là. C'est des trucs que vous avez tout entendu. ben écoute, eux, ce qu'ils vont dire, fait que là, si Ouais, c'est tu quoi mets leur argument, mettons, là? ouais, ben c'est ça. Fait que, mettons, là, je te mets deux exemples de notre. Puis si tu mets le share screen, tu vas comprendre aussi, je m'en vais. J'ai pris deux de nos bons amis de l'Institut de l'École nationale de l'humour, excuse-moi, je voulais dire l'IRIS, Attends un qui peu, a attends essayé un de peu, t'as peu, t'as peu, résumer t'as la peu, t'as chose. peu, t'as peu, t'as peu, t'as peu. 109 et vieilles idées, néocolonialisme à la Banque mondiale. C'est une joke, ça, là? Non, 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 c'est ça, je te disais, Ça, l'École c'est-tu nationale. deux personnes qui avaient signé la fameuse lettre, là, tu sais, 150 Oui, économistes? oui, 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 exactement. Les deux avaient signé. OK, parfait. En fait, il y en a un des deux que je sais qui avait signé, l'autre, je ne suis pas 100% sûr, mais disons que c'est des gens qui sont très favorables, qui ont aimé beaucoup cette lettre-là. Mais écoute, ce qu'ils disent ici, puis c'est peut-être un bon résumé pour des gens qui sont québécois qui veulent voir quelle est l'opinion de gauche sur ce sujet-là, c'est celui-là. Puis j'ai déjà dit c'est quoi l'opinion un peu, tu sais, le normatif d'un libéral, c'est que tu ne devrais pas essayer de dire aux gens dans d'autres pays comment se développer. L'idée, la phrase progress by consent. Les gens doivent consentir à leur politique publique. Donc, c'est pas une affaire que tu peux imposer. Donc, il y a une sorte d'opposition libérale à ça, mais tu as une opposition de gauche, puis l'opposition de gauche est. L'opposition de la gauche, il va falloir que tu l'expliques comme faux, là, parce que moi, je regarde la liste des présidents du FMI devant moi, là, comme on disait, Strauss-Kahn, 1er novembre 2007 à 2011. Un petit gars qui est là pendant un mois pendant Lipski, puis après ça, c'est Lagarde pendant 8 ans.
Mais je veux dire, c'est pas du monde de droite, ça, là. C'est très à gauche, là. Ben, oui, puis écoute, voici ce que l'argument de gauche va dire. C'est que quand, surtout, OK, donc pourquoi est-ce que le FMI, par exemple, intervient ou que la Banque mondiale font des prêts à des gouvernements dans ces pays-là, particulièrement dans des situations de crise, c'est qu'ils disent, par exemple, bon, il y a une crise qui commence, donc disons, tu as un pays qui a fixé sa monnaie face au dollar américain, mais la Banque centrale n'a pas assez de réserves de dollars américains, qu'ils sont à veille d'avoir une crise fiscale. La crise fiscale pourrait causer une implosion de l'État qui fait que tous les services publics s'effondrent. Donc, il y a comme une sorte de nécessité d'intervenir pour éviter des crises. Donc, c'est des organismes de stabilisation. Et dans cette philosophie-là, ce que ces agences-là font, c'est ce qui s'appelle des programmes d'ajustement structurel ou en anglais Structural Adjustment Program, SAPS. Et les SAPS, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, bon, écoute, on va stabiliser l'économie. Donc, pour régler un problème de crise immédiate, on va essayer d'éviter la crise fiscale qui est mentionnée. Mais, et c'est là que les gens de gauche ont tendance, pour ça que le mot néocolonialisme apparaît, c'est qu'il va souvent avoir des conditions qui sont données à cette aide-là. Donc, on dit, bien, on ne va pas te donner de l'argent si c'était pour continuer de faire ce qui t'a amené dans la situation de crise fiscale pour commencer. Donc, il faut que tu réduises tes déficits. Il faut que tu contrôles ton inflation. OK, Il fait que là, faut ils que voient de la droite là-dedans, là. ben, tu vois, tu as vu exactement où ça s'en va. Mais tu sais, tu as plusieurs conditions qui sont données avec ça. Donc là, tu as l'ouverture au commerce international, la réduction des barrières tarifaires, la réduction des barrières non tarifaires, des privatisations, des déréglementations, des coupures dans certains programmes sociaux. Ouais, mais attends un peu, là. C'est quand tu dis à la Grèce, là, tes employés de l'État, là, tu vas arrêter de les payer 13 mois par année, là. C'est pas de droite de faire ça, là. Ben, mais en fait, je pourrais dire que la version moins infantile de l'argument de gauche, c'est que l'idée d'imposer des conditions a quelque chose de, tu sais, quand Ben, ils c'est que tu disent imposes tes priorités par le fait même. Ouais, exactement. Puis je comprends. là-dedans, je peux dire que je comprends un peu l'argument d'une personne de gauche ici. Et avec plusieurs conditions, j'accepte cet argument-là parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de condescendant à dire à ces pays-là, ben, il faut que tu fasses ce que nous, on dit qui fonctionne. Ouais, OK, Euh, fair enough. Mais je veux dire, moi, je me rappelle de la crise de la Grèce, par exemple. Quand on a prêté de l'argent à la Grèce, tabarouette, il était dans la merde, puis pas rien un peu, là. ben, c'est sûr que tu es en train de comme présager pourquoi ils mettent des conditions, mais si tu sais que dans 2 ans, il va falloir que tu refasses le même cirque parce que tu as prêté à la Grèce à cause qu'elle avait un problème de discipline fiscale, euh, donner une bouteille à un alcoolique, ça aide pas, ça risque pas de l'aider. Hey, attention, tu vas te mettre dans le trouble si tu fais des affaires comme ça. Hmm. Pourquoi? Tu vas être obligé de t'excuser, là. Whatever. Mais tu sais, Euh, mettons qu'on ramène. Mais ouais, je suis connu pour m'excuser, moi. j'ai Euh, l'air de changer de sujet, mais vous allez voir, vous allez comprendre exactement le parallèle que je fais. Au Canada, par exemple, il y a un système qui s'appelle les transferts vers les provinces. Et il y a plusieurs premiers ministres, il y a plusieurs ministres au fédéral, pas grand de droite là-dedans, beaucoup de gauche, qui ont voulu dire au Québec, ben, on vous donne de l'argent pour la santé, mettons, puis pour telle affaire, mais il faudrait que ce soit assorti d'objectifs comme genre des résultats, mettons, ou ce genre de trucs-là. exactement. Puis il n'y a jamais personne qui a pensé que c'était du néolibéralisme, cette affaire-là. Ben, en fait, je suis sûr que si on cherche dans les textes de l'IRIS, ils vont dire quelque chose comme Ouais, ça. c'est ça. C'est sûr que là, tu sais, on prend. On a peut-être oublié de préciser ce truc-là, mais on part pas de la gauche mainstream social-démocrate. Là, on est vraiment dans. Tu sais, si tu Dans ça. penses. Ben, tu sais, je veux dire, on parle de gens qui pensent que Fitzgibbon, c'est un néolibéral. Ouais, Tu sais, ajoutons aussi qu'on pense qu'on a déjà décrit que le néolibéral, ça veut rien dire, là. On en a déjà parlé. Non, c'est ça, mais on parle de gens pour qui. euh, Il n'y a pas de différence substantive entre moi et Pierre Fitzgibbon. Mais tu sais, mettons ouais, que c'est ça. Pour eux quand autres, leur vision du libéralisme, c'est pas la même que la nôtre. Là. C'est une quand le vision, FMI vision prête en 2001 de l'argent à l'Argentine, là, ils sont au courant, genre, qui était comme en faillite, là? Il a Ouais, fait défaut sur le paiement? Ou... ben, en fait, ce qui se passe, c'est que eux, ce qu'ils vont faire, puis c'est là que le move arrive. Il y a une sorte de double esquive qui se fait. La première, c'est qu'ils vont parler des conséquences espèce d'aspect de manque de moralité d'imposer des conditions.
Et ça, c'est celui sur lequel beaucoup de gens peuvent se rallier. Mais en même temps, ils vont dire, mais les conditions, lorsqu'elles sont faites, c'est des politiques économiques néolibérales qui veulent déréglementer les marchés. Et là, ça, c'est la partie où est-ce qu'il y a une conflation entre les deux. Ils essayent de dire que les programmes d'ajustement sont une manière de forcer le capitalisme à d'autres nations pour qu'elles se mettent à devenir alignées avec les pays occidentaux et donc avec des politiques néolibérales. C'est le point qu'ils font. Et ces politiques-là ont des conséquences dramatiques sur la pauvreté, sur les OK. inégalités, sur la nutrition, sur... Ouais, mais c'est parce que je reviens à la crise grecque, là. Quand on arrive puis on impose des conditions à la Grèce, la pauvre petite Grèce qui s'est mise dans la merde avec sa dette, ils sont au courant que les taux obligataires à ce moment-là pour les obligations de 10 ans de la Grèce, c'était 32-33 Ben, écoute, leur réponse, ça serait que l'Europe aurait dû, probablement, je peux présumer qu'ils auraient dû dire que l'Europe aurait dû prêter cet argent-là, ou peu effacer la importe, dette. ou effacer la dette. C'est pour ça souvent que tu vas avoir des discours sur les imbalances, je ne sais pas c'est quoi en français, Fait que dans le malheureusement. fond, ce qu'ils proposent, là, c'est le FMI, là, c'est pas assez. Autrement dit, au lieu d'arriver puis de donner un gros prêt là, énorme à un État qui est en défaillance complète, puis de lui imposer des conditions, autrement dit, eux autres, ils arrivent, ils disent on devrait prendre leur dette et la faire Ben, c'est pour ça que tu disparaître. as un discours qui émerge, qui est celui des réparations. Donc, ils disent parce que les politiques néolibérales qui viennent avec les programmes d'ajustement structurel sont si nocives, en fait, on devrait abolir ces organisations-là et faire des transferts absolus pour faire des réparations. Donc, c'est un peu leur remède à ça. Donc, tu peux voir un peu ce que toi, tu viens de dire. Mais En tu pensais disant le c'est genre quoi leur d'incitatif? remède. Oui, je suis d'accord avec toi, mais, mais l'affaire, c'est que, puis ça, c'est, je pense, le point que moi, je veux faire aujourd'hui, c'est qu'étrangement, je vais faire comme le meilleur défense possible des programmes d'ajustement structurel, puis vous dire qu'il n'y a rien qui justifie quoi que ce soit de cet argument-là contre les programmes d'ajustement structurel. Euh, c'est pas clair si c'est positif, c'est pas clair si c'est négatif. C'est Moi, je comme laisserais faire faillite, personnellement. Là. ben, écoute, tu vois que c'est là qu'il y a plusieurs questions, mais il y a tellement des raccourcis. Puis la raison que j'ai fait ça, c'est parce que ben, il y a une semaine, il y a un gros article qui est sorti dans. Ça, c'était un peu des graphiques. J'ai cherché les memes classiques de gauche qui résument un petit peu les arguments là-dessus. Ben, que suite à des programmes d'ajustement structurel, il y a eu des décès, il y a eu des malnutritions, c'est du néocolonialisme, il y a de l'exploitation. Ça vient avec une domination de l'Occident sur ça. Fait que, tu sais, tu vas sur Google Images puis tu écris juste Structural Adjustment Programs meme. Puis tu vas trouver plein d'images qui essayent de résumer un peu cette pensée commune à la gauche, à la critique de gauche. Puis c'est une critique, j'ai trouvé deux, trois conservateurs qui font une opposition à ça, quelques libéraux qui partagent, comme j'ai dit au début, l'idée que tu ne devrais pas gérer les sociétés des autres, mais généralement, presque exclusivement, c'est une critique commune à la gauche. Puis ça, c'est le graphique juste pour montrer, c'est le nombre de pays qui participent à un programme du Fonds monétaire international. Puis c'est le nombre de conditions qui sont mises avec le nombre de prêts. Puis tu vois que les conditions augmentent à travers le temps. Donc, tu as à peu près, alors que, disons, dans les années, début des années 80, tu pouvais avoir comme une ou deux, ou peut-être trois conditions. Aujourd'hui, tu es rendu avec 25, peut-être 30 conditions qui sont imposées si tu veux avoir une aide du FMI. Donc, l'idée que tu es en train d'imposer à d'autres pays comment se gouverner. Donc là, c'est un peu le noyau de l'argument, mais autour de ça, il y a l'idée du néolibéralisme qui vient dans les conditions. Puis cette semaine, ce qui s'est passé, semaine passée, en fait, il y a eu un article très gros qui est sorti dans British Medical Journal qui dit euh, les programmes d'ajustement structurel, ils sont absolument dévastateurs. Il n'y a aucune évidence que c'est bien. Puis bien sûr, ça veut dire que le néolibéralisme a été prouvé comme un truc qui échoue. Puis cet article-là a tellement fait les rondes que... Puis moi, j'ai répondu rapidement sur X en montrant qu'il y avait des gros problèmes dans l'étude, tant sur le point des données que sur le point de l'argument.
Puis 3 autres économistes, puis moi, on avait comme fait 3 critiques indépendantes chacun. Puis on s'est dit, garde, on va écrire une réponse pour le journal, puis on va le soumettre en réponse. Puis là, ben, on a préparé cet article-là ici qui a été soumis vendredi après-midi à British Medical Journal. Puis on répond à ça. Puis c'est avec quelqu'un que j'ai déjà parlé, Justin Calais, mais 2 autres personnes, un de l'Université de Dresden en Allemagne, puis un autre de l'Université de la Pire-Ville au Canada, Toronto. Euh, Joe, il est sympathique, mais écoute, il ne peut pas être parfait, il est à Toronto. Non, ça Euh, pourrait être pire pour être à Montréal. ouais, je suis d'accord. Écoute, tu pourrais être à Montréal, mais tant que tu n'es pas à Saint-Lambert, tu peux pas être. Ah, c'est ça, c'est T'es correct. pas au top. C'est Saint-Lambert, c'est le sommet de tous les sommets. Mais on a répondu, puis en fait, ce qu'on explique, c'est qu'en fait, il y a 3 grosses erreurs qui sont faites par ces gens-là. Puis je veux un peu comme l'expliquer, c'est quoi les 3 grosses erreurs. Pour que les gens arrêtent de croire que ces trucs-là sont vrais, les trucs qui sont dits par ces arguments-là. Puis la raison que je dis ça, c'est que dans l'article, il y a l'idée que ces programmes-là commencent pas mal tous à la même date. Puis tu as un graphique qu'on sort de l'article ici et moi, m'a fait sauter 6 pieds dans les airs. Ils disent, ah, regarde ça, c'est le début des programmes d'ajustement structurel en Afrique subsaharienne. Puis regarde ça, c'est le PIB per capita. Puis regarde, ça a commencé à baisser quand ils ont eu le premier programme. Puis là, ils ont eu une longue récession de 20 ans. Puis après ça, ça a recommencé quand ils ont arrêté de faire ça. Puis après ça, ils ont dit, regarde, dans les années 80 aussi, l'Inde a fait quelque chose comme ça. Puis le taux de pauvreté a augmenté. Puis j'étais là comme, je connais assez sur l'Inde pour savoir qu'il y avait quelque chose de bullshité là-dedans. Fait Tu qu'on m'étonnes. s'est dit, OK, on va répondre à toutes. Puis, c'est ça l'article qu'on a préparé. Le premier, c'est Puis que. je me trompe-tu dans ce que vous avez regardé? Tu sais, moi, j'ai l'impression qu'on doit faire beaucoup de conclusions, mais en accordant trop d'importance au rôle du FMI ou de la Banque mondiale, dans le sens que, tu sais, quand un Exactement. pays est dans la dèche solide, tu sais, oui, il y a de l'aide qui vient du FMI, oui, il y a de l'aide qui vient de la Banque mondiale, mais tu sais, en bout de ligne, il y a une circulation des capitaux importante, capitaux privés ou des choses comme ça, mais je veux dire, tu sais, je reprends l'exemple de la Grèce, quand les taux d'intérêt sont montés à 33 tu sais, un moment donné, tu regardes ça et tu dis, ben là, à 33 de rendement, je vais peut-être prendre un guess là, sur une obligation de la Grèce. Il y a des gens qui ont dû investir là-dedans en se disant ça, tu sais. Fait qu'il n'y a pas juste l'impact du FMI éventuellement qui fait en sorte que le pays finit par rétablir sa situation, là. Il y a des mécanismes de marché naturels qui s'opèrent aussi, là. Ouais, ben écoute, tu as vraiment mis ton doigt dessus. Puis, j'allais pas y aller dans cet ordre-là, mais je vais improviser au titre de la structure, là. C'est, c'est pas vrai que tu reçois de l'aide du FMI quand tout va bien. Je C'est ça que pense tu es en pas, non. train de dire. Puis écoute, ici, puis dans l'article qu'on critique, on dit il n'y a aucune considération de. Puis ça peut causer un gros problème. Puis j'ai eu ma belle conversation avec Julia Posca toute la semaine passée de l'IRIS qui me montrait à peu près le même problème. C'est que pourquoi, si tu reçois de l'aide du FMI ou de la Banque mondiale, c'est que tu es déjà dans une situation problématique. Fait que si tu regardes qu'est-ce qui se passe après avoir reçu l'aide du FMI, tu as 2 choses qui sont mélangées. Une crise qui t'a mené à avoir l'aide et l'effet de l'aide elle-même. Alors, la Clair. question, c'est est-ce que tu aurais été mieux sans l'aide ou avec l'aide? Puis ici, là, le graphique que je montre pour les gens qui sont au visuel, je vais l'expliquer, mais pour les gens qui sont à l'audio, je vais essayer de faire une description audio de ça. C'est qu'il y a un graphique qui montre les scores de fiscalité, donc c'est comme la cote de crédit des gouvernements, Ouais. avant la crise, puis en fait, avant qu'ils reçoivent l'aide du FMI. Fait qu'il y a comme une ligne à 0, puis 0, c'est quand tu commences à recevoir de l'aide du FMI. Puis la ligne montre qu'est-ce qui se passe en fonction de quand tu reçois l'aide. Qu'est-ce que ta cote de crédit comme gouvernement avait de l'air? Ben Ben, écoute, tu me avant de montres ce recevoir. graphique-là, puis je tombe pas en bas de ma chaise, là. Ben, Ben non. exactement. Tu sais, fait que. Puis c'est en nombre de mois avant de recevoir l'aide. Fait que, tu sais, si t'es genre, disons, 5-6 ans avant, mais tu as une cote de crédit qui est très bonne, tu es au-dessus de la moyenne. Puis là, disons, dans 1 an avant que tu reçoives de l'aide, ta cote de crédit, elle s'effondre. Parce que tu as une crise fiscale, parce qu'il y a une guerre civile, parce que peu importe c'est quoi qui se passe, tu as une situation macroéconomique de merde et ta cote de Ouais. crédit s'effondre. Puis là, ce qui est montré, euh, c'est que la cote de crédit tombe 3 écarts types. euh, elle change de 3 écarts types. Fait que si tu étais à, voyons, à 1 écart type
mieux que la moyenne, ben si tu reçois de l'aide, ce qui s'est passé, c'est que tu as tombé de 2 écarts types à droite de la moyenne, donc tu es dans une situation très de merde. Fait que c'est comme si tu passais, pour donner une image, des gens qui pensent au bon du trésor, puis il y a les cotes de genre Moody's, puis ils disent triple A. C'est comme si tu passais de triple A à C-, mettons. Tu sais, c'est un gros jump. C'est un gros jump dans la qualité de. Tu te rapproches genre de triple A à junk bonds. Fait que Ouais, c'est ça. c'est de la merde. Puis après, ce qui se passe, ce que tu vois, c'est qu'après que tu aies reçu l'aide, la cote de crédit s'améliore. Fait que là, tu as comme définitivement un problème de ben, qu'est-ce qu'on. Quand vous montrez des graphiques qui disent le avant puis le après, c'est quel avant puis c'est quel après? C'est-tu un avant qui tient compte de qu'est-ce qui a causé la nécessité d'avoir de l'aide? Ou est-ce que c'est un après qui tient compte de si tu n'avais pas reçu l'aide, est-ce que ça aurait été pire ou mieux? C'est possible que l'aide nuise, mais il faut que tu te poses la question, qu'est-ce que ça aurait de l'air autrement? Fait qu'il faut comme tu essaies d'isoler, puis le terme qu'on a entre économistes, c'est endogénéité. C'est que la raison pourquoi tu reçois de l'aide, c'est la même chose que le résultat que tu es en train de regarder. Fait que les deux se déterminent en Ouais. même temps. Fait qu'il faut que tu trouves une manière de les séparer pour dire voici c'est quoi le vrai effet. Puis nous, ce qu'on dit, c'est OK, ben regarde, il y a une des manières qu'on peut faire au minimum. Regardons qu'est-ce qui s'est passé dans les quelques années avant pour voir si ça explique les programmes. Puis la réponse, c'est non. En fait, les programmes, en fait, juste dans des tests vraiment de base, il y a même la possibilité que ça accélère la croissance économique d'avoir reçu cette aide-là si tu tiens compte de qu'est-ce qui se passait avant dans ce pays-là. Fait que c'est ça que quand tu regardes le tableau ici, ça dit Country Fixed Effect puis Time Fixed Effect. C'est qu'on essaye de tenir compte de qu'est-ce qui se passait avant que tu aies eu de l'aide. Et il y a la possibilité que peut-être ça a amélioré la croissance économique, peut-être ça y a nuit, mais on ne peut pas vraiment être sûr. Fait que c'est Parce que c'est comme. dur d'avoir des comparatifs probablement dans vos Exact. recherches parce que des pays qui sont dans la dèche à ce point-là, c'est relativement rare. Puis tu en as probablement aussi rarement deux en même temps, autant dans la dèche un que l'autre. Puis les économies doivent être tellement différentes. Il y en a un, ça peut être un pays de ressources naturelles, l'autre, c'est un pays de services, de tourisme. Tu sais, ça doit être quand même assez difficile de faire des comparatifs dans ce genre de recherche-là. Exactement. Puis c'est très difficile à faire. Puis il y a des méthodes qu'on essaye de développer comme économiste pour essayer d'isoler la chose. Mais chaque fois qu'on réussit à améliorer le design pour isoler, fait qu'on essaye de voir, OK, est-ce que tu étais un pays qui était plus démocratique? Donc, dans ce cas-ci, est-ce que c'est une variable qu'on peut isoler ou quelque chose qu'on appelle un instrument? On essaye de voir, par exemple, une des choses qui a été utilisée, c'est euh, aux Nations unies, de quel bord tu votes avec les États-Unis sur des questions très, très pointues de genre de sécurité nationale, et que si tu étais aligné avec les États-Unis, ben là, le fait que tu es aligné avec les États-Unis ne devrait pas expliquer ta croissance économique, mais elle peut expliquer si tu as de l'aide. Fait que là, tu dis, on va se servir de la Hmm. relation entre les États-Unis et ce pays-là pour avoir de l'aide, pour éliminer ce qui est la partie genre simultanée ou endogène. Puis chaque fois qu'on fait des trucs qui s'améliorent un peu dans cette direction-là, là, qui essayent de faire d'utiliser des situations comme ça, on trouve de moins en moins de signes que c'est clair. Donc, que tu as des cas que ça réussit super bien, puis que tu en as que c'est des flops. Fait Hmm. que là, tu es comme, ben, c'est pas. Tu peux pas dire que c'est définitivement positif. Puis surtout, l'autre chose qui est super importante, puis ça, c'est le graphique qu'on a fait, puis on est obligé de mettre ça en annexe, c'est qu'on a regardé la croissance comme si c'était, OK, tu reçois comme si tu étais en laboratoire. Si tu es un pays qui a reçu une aide du FMI ou de la Banque mondiale, parce qu'on regarde les deux, puis on dit, OK, c'est quoi ta croissance économique que tu as? Puis ce qu'on va essayer de voir, c'est en tenant compte de tout ce qui est. Tenant compte du plus de choses possibles avant puis après le traitement, est-ce que ta croissance s'accélère ou ralentit avant ou après? Puis ici, ce qui est montré, là, c'est qu'il y a un petit point rouge. Puis le petit point rouge, c'est l'année juste avant que tu reçoives une aide du FMI. Puis les années avant, c'est le taux de croissance que tu as. Puis les années après, c'est quand tu as tenu compte de tout, c'est quoi le taux de croissance que tu as. Puis je sais pas si tu vois, mais c'est pas mal une ligne flat. Fait qu'il n'y a pas d'effet positif, pas d'effet négatif. Puis ça inclut le zéro. Donc, tu es en train de dire que l'effet uniquement d'avoir reçu de l'aide étrangère est probablement proche de zéro sur la croissance. Ce qui, soit dit en passant, là,
là, on parle d'un truc en particulier, mais tu prends toute la littérature qui a été faite sur les aides étrangères puis le développement économique, puis tu bunches tout ça, là, tu dis c'est quoi l'effet, là? C'est pas mal tout bunché autour de zéro. T'en as une couple qui trouve que c'est positif, t'en as une couple qui trouve que c'est négatif. Tout le monde est à peu près autour de zéro. Il n'y a personne qui pense que ces trucs-là, c'est super efficace. Puis la littérature essaie de dire, ben, tu sais, l'aide étrangère fonctionne juste vraiment si c'est des pays démocratiques, avec peu de tensions ethniques, avec des États qui sont compétents, Ben avec oui, dans des des, places où ils n'en ont pas besoin, mais finalement. c'est ça, ben, ouais, ça c'est un peu la C'est réponse Chris, baveuse. ben Mais non, mais là, je veux dire, quel pays démocratique où il y a peu de tensions ethniques, avec des bonnes institutions, puis un marché libre qui a besoin d'aide internationale, c'est bon. ben, écoute, le terme que jaillit dans la littérature, puis j'ai été baveux à un moment donné dans un panel, parce que j'étais dans un panel à Public Choice, puis le chercheur il utilisait le terme conducive political economy. Donc, un peu pour dire des circonstances politiques qui sont favorables. Moi, j'ai dit, so we're just going to presume everything goes well. C'est ça que tu es en train de dire quand tu fais ça. Tu es en train de dire, OK, l'aide fonctionne si toutes les autres choses fonctionnent. OK, mais ça ne règle pas la question. Pourquoi les autres choses ne fonctionnent pas pour commencer? Mais les gens Puis, qui travaillent dans le domaine de l'aide internationale font dire que ça fonctionne beaucoup. ben, en fait, ils sont honnêtes. Ils sont honnêtes. Ils vont dire si ces conditions-là, parce que c'est quand même dans l'aide internationale, c'est assez clair qu'ils vont dire si ces conditions-là sont présentes. C'est juste que moi, ma réponse, c'est ben, c'est pas les conditions, on peut pas les contrôler. C'est pas du tout dans notre contrôle comme étranger dans ces sociétés-là. Je peux pas, tu sais, dire ah ben tu sais, si tu veux qu'on t'aide, nous autres, il faut que je te montre comment faire la démocratie. Non, Chris, ça a pris 800 ans pour perfectionner la démocratie britannique. Je suis pas mal sûr que c'est pas quelque chose qu'on peut imposer dans d'autres pays. C'est quelque chose qui est organique à chaque place. Puis je trouve que c'est un peu cet argument-là de conditions politiques favorables. C'est un peu du hand-waving, mais c'est pas malhonnête en soi. C'est, je pense juste, pas juste hand-waving, mais wishful thinking. Mais c'est pas, je pense pas que c'est malhonnête. Je pense juste que c'est naïf, ça serait le bon On mot. peut-tu dire la vérité, Vincent? Quoi? Ben, je veux dire, le FMI, bon, c'est un peu plus européen, la Banque mondiale, un peu plus américain. Fair enough, là, mais quand il arrive, là, puis que l'Argentine, la merde, la pogne au début des années 2000, là, c'est quoi le réel intérêt de pousser pour que le FMI ou la Banque mondiale interviennent? Ça se peut-tu qu'il y avait beaucoup de banques américaines qui détenaient des obligations argentines, de l'Argentine, puis qui ne voulaient pas qu'elle fasse faillite? Oui, ben, c'est. Puis l'Europe, là, avec la Grèce en 2010, là, ça se peut-tu qu'il y ait bien des banques européennes qui se disaient au gouvernement Hey, gouvernement, fais quelque chose, ils vont faire faillite, puis je vais manger mes bas avec ces obligations de marde-là. Ben, Tu sais, là, tu c'est vas un dans peu une une meilleure. façon détournée de sauver. C'est une façon détournée d'envoyer de l'argent public dans les banques, d'une OK. certaine façon. Là. Ben, c'est là que tu es en train de faire l'argument centriste sur la question qui est vraiment. Parce que moi, je l'ai dit, je critique le FMI d'une perspective très libérale, puis tu as une critique plus de gauche. Mais tu sais, tu as des gens qui le défendent, puis qui sont au centre, puis ce qu'ils vont dire, c'est ben, il peut y avoir des crises financières qui partent d'un pays en particulier, et donc ça contamine des pays dont les institutions sont de meilleure qualité. On ne devrait pas faire en sorte que les États-Unis s'ouvrent une crise financière si, par exemple, l'Argentine a un défaut. Donc, si tu regardes la mission initiale qui est donnée au FMI, par exemple, c'est de la stabilisation macroéconomique et pas juste stabilisation locale, mais permettre une stabilisation plus globale. Donc, tu sais, oui, ton argument, il est bon, dans le sens que c'est celui qui était initialement euh, utilisé pour justifier la création de Je l'organisation. ne dis pas que je suis d'accord, by the way. Là. Non, non, Je dis juste. j'avais compris, mais c'était ça la justification. Puis les Ouais. gens l'ont oublié un peu, cette justification-là, parce qu'avec le temps, ça a pris une double mission, celle de stabiliser, mais aussi celle de favoriser le développement. Donc, c'est un peu comme si la Banque centrale s'était dit, bon, on fait de la stabilisation macroéconomique, donc excuse-moi, de contrôler l'inflation, mais aussi on va essayer de minimiser le chômage. Fait que c'est un peu comme les banques centrales aux États, la Banque centrale américaine qui a une mission double. Ben, la mission double aux États-Unis pour la Banque centrale a été donnée par le Congrès. Mais ici, c'est comme le FMI qui avait une seule mission initialement, puis avec le temps, elle s'est comme développé une autre mission, celle de faire du développement.
Puis ils vont pas le dire comme ça, mais ils parlent quand même d'encourager le développement. En fait, leur journal s'appelle Finance and Development. Fait que, tu sais, ça devrait te donner une petite idée de c'est quoi l'objectif qu'il y a à l'intérieur Même, tu sais, de... ça Mais reste qu'on couvre ça sous le couvert on va aller sauver l'Argentine, on va aller sauver la Grèce. Mais c'est pas vrai. On va aller sauver les banques américaines qui ont investi dans l'Argentine. On va aller sauver les banques allemandes qui ont investi dans la Grèce. C'est ça, la réalité. Là. À un moment donné, on se fait accroire bien des affaires. Là, mais Ben, faut se dire la vérité aussi. Là. il y a ça, mais il y a aussi... en fait, oui, moi, j'accepte. Il y a beaucoup de nuances à faire, mais fondamentalement, il y a aussi la perspective du pays initial qui donne. Puis d'ailleurs, dans la critique des gens de gauche, c'est une des choses qui est mentionnée, c'est que ces pays-là disent que c'est pour les aider, qui encouragent le néolibéralisme, quote unquote, mais c'est en réalité pour favoriser les capitalistes dans les sociétés très riches. Donc, par exemple, pourquoi est-ce que l'Allemagne essaye d'aider les Grecs? Ben, en réalité, ils disent que c'est pour protéger l'euro, puis mais en réalité, c'est pour aider les banquiers allemands. Et c'est aider les capitalistes allemands. ouais. C'est Ben, tu toujours, vois, c'est toujours, c'est ouais. toujours, cette justification-là arrive souvent dans la narrative quelque part. Donc, tu as comme une sorte de double layer où est-ce que tu as l'imposition à un autre pays avec un argument de façade, la stabilisation ou le développement, et ensuite un dernier. Mais la vraie raison derrière, c'est le complot capitaliste, en gros. Ouais, ouais, ouais. C'est Mais ce que quand, j'appellerais le complotisme de gauche, là. ben, tantôt tu disais, là, ben, au départ, tu disais l'argument de gauche, tout ça, puis là, je m'étais dit, qui aurait bien pu parler de ça? Ben, of fucking course, j'ai fait en 2 clics, je l'ai trouvé. Notre ami Jean-Luc Mélenchon, il a publié un petit truc qui s'appelle Faire tomber le mur de la dette. Il y a quelques années. Il faut que je vous lise une section, c'est complètement lunaire, là. Parce qu'on oublie une chose, là, mais la pandémie et ses effets sur l'économie a eu peut-être quelque chose de positif, c'est que ça a comme conscientisé plusieurs personnes qui ne l'avaient jamais vécu au De phénomène l'inflation. de l'inflation. Parce qu'avant ce moment-là, là, il y avait des gens comme lui qui sérieusement nous disaient que, en gros, une dette, tu ne payes pas ça, puis tu imprimes de l'argent jusqu'à l'infini, puis ça ne causera aucun problème. Et voici ce C'est qu'il vrai. écrit. C'est vrai, il y a des gens qui étaient rendus à penser ça. Ah non, mais Chris, regardez ce que je vais vous lire. Il faut donc profiter de cette occasion historique. Là, il revient sur Hey, Justin Trudeau avait les mêmes genres de mots, Frank, en 2015. l'occasion historique ici, c'est quoi? Il revient sur la Grèce, puis qu'est-ce qu'ont vécu les Grecs en se soumettant au FMI, puis à la Banque mondiale et à la BCE. Parce que là, je pourrais rentrer un autre joueur dans ton histoire, la Banque centrale européenne. Et donc, il dit la chose qui suit. Il faut donc profiter de l'occasion historique qui résulte des sauvetages pratiqués par la BCE dans la décennie qui vient de s'écouler. Cela nous donne une occasion historique. Notre banquier central peut acter du fait que la dette détenue dans ces caisses ne sera jamais payée, que les États n'auront plus besoin d'aller sur les marchés financiers pour la financer, et il peut simplement utiliser sa capacité de créer de la monnaie pour financer les États. Et là, la dernière phrase, pour la première fois depuis 40 ans, la Banque centrale serait en Europe du côté des peuples et de leurs États, et non du côté des puissances financières. Mais Fait ça, que- le discours de on a juste à effacer la dette puis tout, puis recommencer. Les gens qui ont ce discours-là, moi, ça me fascine vraiment parce qu'on dirait qu'ils ne réalisent pas ce que ça veut dire. Si tu effaces la dette d'un pays, là, puis tu dis, OK, tu t'es trompé, on efface, on recommence. Ça a des conséquences, mais pas les conséquences que vous pensez. Les conséquences que ça va avoir, c'est par rapport au système d'incitatif. C'est que là, les autres pays vont se dire, ça me sert à quoi, moi, de faire de l'austérité et d'avoir des mesures budgétaires rigoureuses si la journée que je suis vraiment dans la merde, on fait juste effacer ma dette? Ouais. I can print my way to prosperity. Ça a Ah, marché mais, au Zimbabwe, by the way. mais écoute, le crédit social n'est jamais mort. Mais c'est ça pareil, hein, C'est sous un exactement ça. autre, mais c'est exactement ça. En gros, ce qu'il dit, c'est fuck les émissions d'obligations, tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quand moi, Jean-Luc Mélenchon, quand je vais avoir des idées, genre vous payer des dents gratis, je vais appeler la banque. La banque va m'imprimer 7-8 milliards qu'on va mettre en circulation, puis on va dire que cet argent-là ne sera jamais remboursé. Ouais, That's it, that's all, et ça n'aura mais c'est le aucun genre de, impact sur l'économie. mais c'est le genre de politique publique qui t'amène à la situation où tu as besoin d'aide. Fait que, tu sais, ça revient un peu à ce qu'on était en train de jaser. Mais écoute, ce qui est cool dans
Puis là, je vais forcer un peu la conversation à revenir vers où est-ce qu'on était. Dans le graphique que je montre ici, ce qui est cool, c'est qu'on a réussi à tout recentrer à l'année dans laquelle tu reçois de l'aide. Puis on ne fait pas dire genre tout le monde a reçu de l'aide en 1980. Si on dit, ben, c'est quoi ta croissance si on met l'année zéro comme l'année dans laquelle tu as eu une aide? Fait que c'est comme si on comparait le Canada de 90 à 91 s'il reçoit une aide avec, disons, la Chine qui reçoit une aide de 80 à 90, mettons. Puis c'est la même période, mais c'est juste que tout le monde est recentré à quand ils obtiennent ça. Puis tu vois qu'il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien qui apparaît sur les programmes du FMI ou de la Banque mondiale. Puis ce qu'on a fait, c'est que pour montrer à quel point il n'y a aucun pattern, on a pris comme tous les pays. On a dit, OK, on va regarder tous les pays, puis ce qu'on va faire, on va prendre des pays qui sont souvent accusés d'avoir été abusés par le FMI. Donc, c'est les pays surtout de l'Afrique subsaharienne. Puis on a dit, OK, regarde, on va prendre un graphique, puis on va tous les mettre sur la table, on va tous les regarder. Puis si c'est en gris, c'est une aide de la Banque mondiale. Puis si c'est une petite ligne, c'est une aide du FMI. Puis on va regarder qu'est-ce qui se passe avec la croissance. Puis la réponse, c'est qu'il n'y a aucun pattern cohérent. Tu as des pays qui reçoivent de l'aide de la Banque mondiale, puis ça va bien. Tu en as d'autres qui reçoivent de l'aide de la Banque mondiale, puis leur croissance s'appauvrit. Fait que, tu peux avoir, par exemple, dans la ligne ici, tu vois que l'Éthiopie reçoit de l'aide, puis ça va pas bien pantoute après qu'elle ait reçu de l'aide. Mais tu as des pays comme, voyons, la Côte d'Ivoire, qui, après avoir reçu de l'aide, a recommencé à avoir de la croissance. Le Tchad a eu de la croissance. Bon, c'est sûr qu'il partait de très bas. Mais tu sais, tu as des cas où est-ce que ça va partout, all over the map, puis on l'a fait pour tous les pays. Tu sais, comme je te dis, on a juste montré ça, puis il n'y a aucun pattern qui est détectable de résultat qui va d'un côté ou comme de l'autre. Ben, Puis en c'est fait, sûr qu'on peut facilement s'imaginer que si, mettons, il y a un tremblement de terre dans un pays, dans deux pays, là. Mettons, au Nigeria, il y a un tremblement de terre, puis au Rwanda, il y a un tremblement de terre, et là, ça détruit quelques infrastructures, genre des viaducs, des ponts, tout ça. Mais s'il y a un des deux pays qui utilise l'aide internationale pour reconstruire les ponts et les viaducs, puis l'autre pays d'à côté, prennent le cash pour que les gens du potentat local se payent des prostituées, ben, on imagine que les résultats ne seront pas les mêmes. Puis il y en a peut-être un qui va avoir des meilleurs résultats que l'autre, là, tu sais. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'on ne sait pas, dans le fond, comment l'argent est utilisé. Ben, on ne le sait pas. Je veux dire, tu as moyen d'avoir des informations, mais tu sais, comme c'est, comme tu dis, un peu sans garantie, cette aide-là, ben là, on ne sait pas ce qu'ils foutent avec l'argent au final. ben, non seulement ça, mais en plus, tu ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe, mais il n'y a pas de signe clair. Fait que, tu sais, en gros, il n'y a comme pas vraiment de cause pour aucune confiance d'un côté comme de l'autre. Les programmes parfois ne fonctionnent pas, mais il n'y a pas de cas extrême que tu peux dire clairement ça n'a pas fonctionné parce que tout est pas mal autour de zéro. Ils ont au net, là, tu prends la moyenne de toutes les interventions, là, puis ça arrive à zéro. Quand tu as tout tenu compte de tous tes problèmes, là, Ouais. il n'y a rien de ça. Mais le bout qui nous a le plus fâché là-dedans, c'est qu'ils ont vraiment l'espèce de move de dire. Puis ça, moi, je pense que c'est la critique la plus importante, puis c'est celle-là que moi, j'avais apportée. Fait que peut-être que je suis biaisé parce que c'est ce que moi, je jugeais qui était la critique la plus importante de la gang. C'est que ces aides-là, là, l'idée que les conditions sont respectées, ils sont fuck all respectés. Le nombre Ouais. de cas dans lequel ils disent on a imposé une condition, mais des fois, là, qu'est-ce que c'est. OK, est où la police du FMI pour faire respecter les conditions? Ah ouais. Est où la police de la Banque mondiale? Il n'y a personne qui peut faire respecter ces conditions-là. Fait que nous, ce qu'on a dit, c'est que c'est pas vrai que vous pouvez dire que libéralisation implique qu'un programme d'ajustement structurel vient avec une libéralisation ou qu'une libéralisation vient avec un programme d'ajustement structurel. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ici dans le tableau, là, pour les gens qui regardent, par période de 5 ans, combien de programmes d'ajustement il y a. Bien, tu en as pour l'entièreté du monde entre 80 et 84. Non, tu en as 52. Tu as eu 52 cas d'aide étrangère. Si tu prends juste les pays d'Afrique subsaharienne, tu en as 24. Mais après ça, tu regardes toutes les listes des épisodes de libéralisation. Donc, toutes les choses que tu as, genre, coupé tes tarifs, que tu as coupé tes dépenses publiques, que tu as coupé tes taxes, que tu as déréglementé, privatisé, tu as fait toutes les choses que Geloso te dit de faire. Bien, le nombre de cas de libéralisation, au maximum, c'est 6. Fait que là, Hum. je suis de même. 52 cas d'ajustement structurel, 6 cas de libéralisation.
je pense qu'on peut dire que tu peux pas dire que libéralisation slash néolibéralisme, parce que c'est ça qu'ils veulent dire quand moi je dis néolibéralisation, eux vont dire néolibéralisme. Ben, la plupart des programmes d'ajustement structurel ont aucune forme de réforme substantive parce que les gouvernements ne le font pas. Ils ne font pas les conditions qui sont dites. Ils sont largement ignorés. Puis en fait, c'est la raison pourquoi il ne se passe rien. C'est parce que c'est juste souvent des aides monétaires qui viennent avec aucune réforme, des fois avec des réformes, des fois sans réforme. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Tu ne peux pas comparer les deux choses. Fait Mais moi, j'ai de la misère à suivre la logique de cette théorie du complot-là dans un sens, pour la raison suivante, c'est que on part de la prémisse que FMI, Banque mondiale, ce genre d'organisation-là, leur but, c'est d'amener des nations un peu du tiers-monde, si on veut, dans un état de dépendance vis-à-vis d'eux. Et là, bon, ils vont leur prêter de l'argent, ils vont leur imposer des réformes. Mais si c'est ça leur but, pourquoi ils leur imposeraient des réformes dont l'effet sera de sortir de ce système de dépendance-là? En réalité, si c'était vrai que le FMI veut. Tu sais, moi, si j'étais membre d'un truc international et que je voulais réduire à l'esclavage des nations, je leur proposerais comme condition d'augmenter la taille de l'État, de se doter d'un fort filet social, d'avoir des impôts très élevés, de ne pas avoir de libre marché, d'attaquer les droits de propriété. C'est ça que je ferais. Je leur proposerais pas d'avoir des meilleures institutions, un marché libre et compétitif, de s'ouvrir sur le monde, d'abolir les tarifs. C'est pas ça que je ferais, là. ben, en fait, tu vas voir qu'une des choses qu'ils vont dire, puis je pense pas qu'ils le diraient dans les termes que toi tu dis, c'est qu'ils vont dire souvent ce qui va se passer, c'est que c'est des entrepreneurs étrangers qui vont vouloir, par exemple, qu'on déréglemente Voler les ressources. pas mal ça, ou sinon pour que la sécurité au travail soit réduite, pour qu'ils puissent délocaliser la production de la France vers le Kenya. Donc, c'est comme un peu pour exploiter des gens en situation de pauvreté. Donc, c'est ça l'argument qui est fait. Donc, c'est un peu comme pour dire, ils veulent réduire la force des États. Puis, tu as vraiment t'as une sorte de vieux Roland marxiste là-dedans. C'est qu'on essaie de réduire la force des États dans ces pays en développement-là, parce que dans les pays avancés, le capital n'est pas capable de profiter autant à cause que les travailleurs ont réussi à s'organiser via la syndicalisation, via des réglementations qui les protègent. Donc, les capitalistes cherchent à exploiter ces autres nations-là et le FMI et la Banque mondiale est l'agent de cette tentative de faire passer le surplus de capital dans des pays en voie de développement, ce qui est un peu une vieille variante de Lénine. Si malheureusement, ne lisez pas Lénine, j'ai fait la gaffe de le lire il y a plusieurs années. C'est ça, un peu sa théorie des, de l'impérialisme. Donc, il y a des surplus de capital qui doivent aller dans les pays en voie de développement pour les exploiter parce qu'il n'y a plus de profit à faire dans les pays occidentaux. C'est fondamentalement ça l'argument qui est fait. Mais le point que nous, on souligne, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas dire que c'est peut-être possible de dire que les programmes d'ajustement structurel n'ont pas d'effet, mais tu ne peux pas dire que les libéralisations n'ont pas d'effet. Parce que c'est pas parce que tu as un programme d'ajustement structurel que tu as une libéralisation. Puis c'est pas parce que tu as un programme, pas parce que tu as une libéralisation que tu as un programme d'ajustement culturel. Le overlap entre les deux, puis c'est ça les deux dernières rangées de ce tableau-là, le nombre de cas dans lequel tu as une juxtaposition des deux, donc que tu as simultanément libéralisé, puis que tu as simultanément eu un programme d'ajustement structurel, le nombre total, c'est 7. 7. Tu fais pas des grosses recherches avec ça, là. Tu sais, je veux dire, t'as pas grand-chose que tu peux faire. Puis là, tu sais, OK, peut-être que s'il y a d'autres définitions de libéralisation, fait que là, on regarde une autre définition, puis OK, peut-être qu'au maximum, au gros max, ben, on est à 10. Mais le nombre de cas d'ajustement structurel dépasse massivement Mais ça fait un peu penser la discussion qu'on a sur ce sujet-là à la discussion qu'on avait sur l'implantation de démocratie puis le regime change, là.
Ouais. D'aller renverser. Puis il y a plusieurs manières de s'y opposer. Tu as des gens de gauche qui vont dire ben là, c'est de l'impérialisme américain ou américano-sioniste, tous les mots qui peuvent être utilisés pour ça. Puis le but, c'est d'installer un pantin puis d'aller voler les ressources. Puis tu as des gens qui disent juste ben écoutez, c'est simple, tu peux pas tirer sa fleur pour qu'elle pousse plus vite. Là. Ouais, Si tu veux imposer une démocratie en Iran, il va falloir que ça émerge de manière organique. Il va falloir que les Iraniens, d'une manière ou d'une autre, développent dans leur culture des réflexes démocratiques. Il va falloir qu'ils s'intéressent à ça. Puis il va falloir que ça vienne un peu de la base. Si tu arrives, toi, par en haut, puis tu dis hey, regardez, je viens vous apporter la démocratie, ça va être la joie, la paix et l'amour, dans un endroit où il n'y a pas particulièrement de culture démocratique, puis il n'y en a pratiquement jamais eu dans toute l'histoire de leur civilisation, ben, il y a fort à parier que ça va être un échec. Ah oui. Fait qu'on peut être extrême gauche avec libéraux, centristes, on peut tous s'entendre sur une position non interventionniste, mettons. C'est pas tout le monde, mais je veux dire, on peut avoir des gens de différentes familles s'entendre là-dessus, mais pour des motifs complètement différents, là, ce qui est le même cas présentement. Oui, puis écoute, moi, je vais doubler la mise. Ce qu'on a regardé, ce qu'on a dit, c'est, écoute, premièrement, quand on regarde la littérature causale, donc, ce qui est vraiment de cause à effet. Donc, tu n'as pas tous les problèmes qu'on a mentionnés. Tu essaies de trouver des situations puis des settings dans lesquels tu peux vraiment dire que c'est de cause à effet. Bien, c'est sûr que les mesures d'austérité en urgence, comme par exemple la Grèce, viennent avec des coûts de court terme qui sont notables. Ouais, thérapie de choc. Là. Ouais. Mais par contre, quand tu regardes, dans le plus long terme, mais aussi de manière plus globale que juste des cas par cas, la littérature est assez claire que des libéralisations puis des programmes de discipline fiscale sont très positifs pour la croissance. Fait que ici, là, j'ai comme pris, là, de ça, c'est la section que moi j'avais écrite dans notre article en gang. J'ai pris toutes les études qui sont causales. Donc, pas des trucs que c'est des corrélations, pas des trucs que c'est des associations, vraiment des choses que tu peux dire cause et effet. Et ce qu'on trouve, c'est que après des libéralisations, les revenus sont plus élevés de 16 que si tu n'avais pas réformé. Donc, que tu n'as pas fait de réforme, tes revenus seraient 16 plus bas que celui qui fait des réformes. Donc, la libéralisation augmente la croissance à l'intérieur des 10 ans après, donc quand tu regardes le long terme. Tu trouves aussi qu'il n'y a pas d'effet sur les plus pauvres. Donc, ce n'est pas une croissance qui est dirigée par les plus riches. Donc, par exemple, l'article, le deuxième dans la liste par Justin Caleb et Andrew Young, montre que des grosses libéralisations, des libéralisations extrêmes, là, du genre Vincent Geloso extrême, il n'y a pas d'effet sur la distribution des revenus. Tout le monde s'améliore. Il y a peut-être des signes que le milieu s'améliore un petit peu plus que les deux extrêmes, donc que les très pauvres et les très riches. Mais il n'y a personne qui perd. Donc, c'est des rising tide lifts all boats. Puis après ça, il y a d'autres études qui regardent sur la mortalité infantile, sur les résultats environnementaux, sur le bien-être psychologique, sur le droit des femmes, sur les résultats économiques des femmes. Dans tous les cas, tu as des gros gains qui sont notés d'épisodes de libéralisation. Si tu chiffres à d'autres types d'études qui utilisent aussi des méthodes causales, mais qui sont différentes de celles qui sont en haut, qui doivent utiliser plus du cas par cas, c'est le même pattern. C'est la plupart des études trouvent des effets très positifs. Tu en as deux qui trouvent des effets peut-être mixtes. Par exemple, genre au Bangladesh, puis le point qui est fait dans cette étude-là, c'est parce que le Bangladesh est un pays pas démocratique. Puis en fait, il y a une grosse littérature sur les libéralisations économiques qui montre que, en fait, les libéralisations économiques fonctionnent quand c'est une démocratie. Tout simplement parce qu'un dictateur qui libéralise, c'est éventuellement un dictateur qui peut changer d'avis. Ouais. Donc, tu n'as pas de. Look at that! Tu n'as pas de contraintes, tu n'as pas de rules of the game. Le dictateur peut changer sur un 25 cents, comme si Geloso était prévisible dans ce qu'il disait. Mais en gros, que la littérature, globalement, est très claire que des libéralisations sont positives. Peut-être pas les programmes d'ajustement structurel sont peut-être négatifs, peut-être positifs, mais probablement en moyenne, ils font rien de mauvais, rien de bien.
Fait que peut-être on ne devrait pas les faire, c'est une autre question. Moi, je pense qu'on ne devrait pas faire ces Ben, choses-là. avec un salaire annuel d'au-dessus de 500 000 pour le directeur du FMI, je pense qu'il n'est pas nécessaire. Lui, on n'a pas démontré Ouais. d'une manière hors de tout doute raisonnable que ça valait la peine d'avoir ça. Là. Ben écoute, Tu sais, tu quand veux- tu dis à des pays comme la Grèce, mettons qu'il faut qu'ils fassent un traitement à choc, là, puis que les Grecs élisent une coalition de communistes, c'est what could go wrong? Là? Tu sais, ah je veux oui. dire, juste rappeler aux gens là, ce qui est arrivé en Grèce là, avec l'accession au pouvoir de Syriza. Là. Ah, je ne me rappelais plus de leur proposition, c'est complètement. Ils étaient saucés du bocal en esti, eux autres. Là. Syriza propose d'augmenter un impôt sur le revenu à 75 sur tous les salaires au-dessus de 500 000, interdire aux policiers de porter des armes à feu, introduire une taxe sur les transactions financières, une taxe spéciale sur les produits de luxe, réduction drastique du budget militaire, augmenter le salaire minimum à 750 € par mois, nationalisation des hôpitaux privés et des banques, création d'un impôt progressif sur les propriétés étendues, soins médicaux et pharmaceutiques gratuits pour les chômeurs sans assurance, programme de repas subventionnés à 300 000 familles sans revenus, électricité gratuite pour 300 000 familles, abolir les privilèges fiscaux des églises. Ouais, ça peut juste bien aller avec ça. Ah oui, mais ça, tu vois, ça, c'est une critique que moi, je serais prêt à entretenir beaucoup plus. C'est que quand tu forces des conditions sur des pays qui sont dans des situations problématiques, probablement que ce que tu vas avoir, c'est des backlash. Ben, carrément, c'est ça, là, parce que eux, c'est ça, ça arrive quelques années après. Là. Ben, en fait, tout ce qui est arrivé en Grèce est le résultat d'un peu ça, là, l'intervention Yep. du Fonds monétaire international. Ça a créé cette espèce de quoi. Au début, ils sont vus comme des weirdos. Là. Je suis retourné voir un peu l'historique. Au début, ils font 3-4 mais genre 5-6 ans plus tard, ils sont portés au pouvoir par les Grecs, là, parce que les gens ils se disent ouais, mais là, c'est quoi cette affaire-là? On se fait imposer ci, on se fait imposer ça. Moi, je veux rien savoir. Puis, tu sais, c'est un genre de vote fuck you un peu, là, Syriza, là, avec Tsipras puis les autres. Là. Ouais. C'est Ben, plein ça. Là. ouais, mais écoute, pour conclure sur libéralisation, parce que je veux quand même finir un petit point, tu peux le voir, même sans faire des tests statistiques, qu'est-ce qui se passe. Ce qu'on a fait ici, là, c'est qu'on a juste pris tous les pays en fonction de quand ils ont fait des libéralisations. Puis la ligne noire solide, c'est les pays qui ont juste jamais fait de libéralisation. Puis chacune des couleurs, c'est quand est-ce qu'ils ont fait une libéralisation. Fait que si t'es la ligne bleue, tu as commencé ta libéralisation en 1980. Ah, regarde, la croissance a définitivement accéléré à partir de 1980. Si tu as C'est bon. commencé tes réformes en 85, alors ça, c'est la ligne rouge. La ligne rouge diminuait jusqu'à 1985. La seconde qu'ils ont libéralisé, la ligne a arrêté de diminuer, puis elle a recommencé à augmenter. Puis elle a fermé l'écart avec la ligne noire, qui est la ligne des non-réformés. Après ça, si c'était le vert, tu as commencé tes réformes en 1990. Ah, tu diminuais avant 1990, puis là, tu as renversé la tendance. Si tu es le dernier à avoir réformé à la fin des années 90, c'est la ligne orange. Ah, en 1980, quand tu fais les réformes, la tendance recommence à augmenter. Fait que, tu sais, la littérature causale fit même avec des données qui sont pas. Sans même faire de tests statistiques, là, tu peux le voir visuellement. Ce qui est Ah ouais. généralement un beau test de cause à effet, c'est que tu dis, garde, j'ai fait un gros test statistique avec toutes les puissances économiques que tu peux avoir de statistiques, puis tu trouves le même résultat que si tu avais juste regardé un asti de graphique, puis tu avais fait un Oh my God, ça fait du sens. Ben, T'sais, écoute, à un moment donné, ça, c'est un bon test de causalité. Si ce que tu as trouvé dans des trucs super puissants, tu peux le voir dans un seul graphique, c'est parce que tabarnak, ça marche. ça marche-tu, la libéralisation? Oui, ça marche. OK, ça marche, ça marche, ça marche. Et y a-tu une recherche à quelque part qui dit que de libéraliser quelque chose ne fonctionne pas? Ben, écoute, tu as des résultats cas par cas. Par exemple, sur certains indicateurs environnementaux, ça augmente les gaz à effet de serre peut-être un petit peu, mais ça réduit le nitrous oxide, donc, tu sais, ou les émissions de soufre. Donc, ça dépend un peu. C'est pas toujours, tu sais, sans ambiguïté. Ouais, c'est pas très convaincant, ça. Ben, C'était plus au niveau, mettons, on en avait parlé, là, quelques exemples qui étaient des échecs, genre les prisons. Là. ouais, ben c'est ça. Pour moi, c'est plus une question de. Il y a des choses que peut-être tu devrais pas privatiser. Je sais que les gens de gauche sont quand Ah ah, il a dit que les marchés fonctionnent pas. Non, j'ai juste dit qu'il y a des limites à ce que. Peut-être qu'il y a des choses que l'État peut Mais mieux tu sais, c'est faire. parce que normalement, dans notre système de base, là, l'algorithme par défaut, là, le paramètre d'usine, là, ça devrait être marché libre. Puis ensuite, tu dis, ouais, OK, là, ça chie dans la pelle un peu, on va peut-être faire un tweak. Mais Christy, on dirait que les humains sont pas programmés de même. Les humains sont programmés, genre, paramètre par défaut, centralisation. Puis là, tu dis, ouais, d'un coup, on se met dans la merde avec notre centralisation, on va peut-être libéraliser pour essayer de se sortir de la merde un peu.
Tu dis, y a-t-il quelqu'un un moment donné qui va le dire que, mettons, que tu avais commencé avec un marché libre, tu n'aurais juste jamais été dans la merde? Oui, puis c'est souvent leur argument, d'ailleurs, pour dire que le privé fonctionne pas ou que les initiatives privées fonctionnent pas, c'est qu'ils ont amené le système au bout du rouleau. Là, ils font un petit geste vers le privé. Évidemment, ça ne donne pas de résultats miracles. On va donner un exemple. Mettons qu'au Québec, tu prenais un vieil hôpital en ruine, genre Maisonneuve-Rosemont, puis tu vas te confier à la gestion à un groupe privé. Un an plus tard, Chris, t'as encore tout croche là-dedans, c'est la preuve que ça marche pas. Puis notre beau, c'est sûr que c'est ça qui arriverait, là. Ben oui, mais C'est écrit dans le ciel que c'est ça qui arriverait, alors que t'as pas. C'est pas vraiment un vrai marché privé avec de la compétition. Tu as amené ton système public au bout du rouleau, puis après, tu as confié ça à un privé en disant I want a miracle. effectivement. Mais tu sais, puis aussi, j'ai jamais. Les gens pensent qu'on essaye de vendre, puis je l'ai dit à plusieurs fois reprises, là, on vend pas des utopies. Les marchés sont très bons, mais ça veut pas dire tu sais, qu'ils te produisent un résultat sans faille. Ce que les marchés sont très bons à faire, c'est pas qu'ils sont sans faille, c'est qu'ils ont beaucoup plus de mécanismes d'incitation à corriger des erreurs. Parce que si des erreurs sont 32% sur une dette, t'as un crise de bon incitatif à mettre tes affaires douettes. Ben, exactement. Mais c'est ça, c'est quelque chose que les marchés sont très bons à discipliner. Moi, c'est pour ça Ouais. que j'essaie souvent de parler de mécanismes de correction des erreurs que les marchés donnent. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne font pas d'erreurs. Ne serait-ce qu'aléatoirement, tu dois en faire de temps en temps. Mais tu sais, là, Tu sais, pour s'il y a les des gens auditeurs, là, s'il y a des gens qui possèdent des billets de banque du Zimbabwe écrits à 100 trillions de dollars dessus, là, ça, là, c'est une preuve que les marchés fonctionnent. oui, je pense que je le dirais comme ça. Mais écoute, je vais juste Si donner t'agis en imbécile avec ton économie, là, les marchés vont te le faire savoir. Ouais. Mais écoute, je vais donner le recap, le TLDR maintenant pour les gens qui ont comme décidé que. En tête, je vais sauter jusqu'à la fin pour voir la conclusion, parce que Geloso, il parle comme s'il écrivait un article. Puis il faut tout que je fasse tu sais, de début jusqu'à la fin, puis je suis toujours comme ça Tant que de tu long. parles pas, tant que tu t'énumères pas tes notes de bas de page, on va t'endurer. Je t'aime, Yann. Hey, que je te donnais un compliment, non, c'est pas vrai. Mais le TLDR, c'est les programmes d'ajustement structurel, c'est pas un truc qui est comme propre. C'est absolument messy. Puis c'est difficile de savoir si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Mais ce que tu peux définitivement dire, c'est que c'est pas du tout une, une condamnation de politique économique libérale. Ça n'a même pas un lien avec cette conversation-là. C'est deux choses complètement différentes. Il n'y a C'est rien de deux trucs. libéral dans ces affaires-là. Exactement. C'est pour ça que la réponse que je donne, c'est que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous nous parlez de ces trucs-là, là, puis vous n'avez aucune compréhension de c'est quoi l'analyse empirique. Fait que, tu sais, les deux premières critiques que j'ai faites, Tu c'est sais pourquoi juste. c'est le même. Ah oui, mais c'est parce que ça fit leur idéologie. Là. Mais après ça, Non, ils mais vont c'est dire parce que que c'est pour moi eux qui ce qui me autres, là, gosse, c'est qu'ils vont dire à ça que moi, je suis idéologique. non, mais c'est parce que la gauche, là, s'il y a des chiffres, c'est à droite. Tu sais, je veux dire, conseil du patronat dans leur tête, c'est à droite. Alors qu'en réalité, c'est un organisme de lobbying pour influencer le gouvernement à mettre des entraves au libre marché, grosso modo. Là. Pas très à droite, le conseil du patronat, c'est du corporatisme. En fait, la gauche mélange corporatisme et libéralisme. Ils pensent que les deux sont pareils. Tu es mêlant en tabarnak pour dire que les deux sont pareils. Là. Je pense que c'est Ouais. volontaire. Ouais, mais je pense que ça a les avantages dans certains cas. Je le sais que, par exemple, puis on peut passer au Patreon après, mais les chercheurs de l'École nationale de l'humour que je mentionnais au début, eux sont fréquemment, ils vont dire des choses qui me font comprendre, qui savent exactement c'est quoi la différence entre le capitalisme de copinage puis ce que moi j'appelle du libéralisme, mais ils préfèrent éviter la nuance parce que ça simplifie leur argument à eux de dire le capitalisme, le néolibéralisme. C'est une sorte de fourre-tout qui est tellement simple pour eux. Puis soit ils sont trop caves pour comprendre ou ils sont fondamentalement mal à l'aide. Oh, c'est le premier. Ouais, je suis pas convaincu de C'est ça. pas mutuellement exclusif. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est un faux dilemme, cette affaire-là. Passons à la taverne, les amis.